Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais? J'espère que oui, parce qu'on va prendre un cours d'accéléré avec le youtubeur Julien Fontanier. Ce sera notre influenceur de la semaine. Il a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Damien Douani. Apprendre la robotique et la programmation, c'est sûr, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est fun. C'est mieux quand c'est fun et c'est plus sympa effectivement de jouer avec un robot, on le verra tout à l'heure. Et on regardera en deuxième partie de cette émission. En première partie et en deuxième aussi, notre question du jour évidemment. La Gen Z qui débarque sur le marché du travail et qui bouscule littéralement tous les codes, avide de valeur. Une génération qui n'est pas prête à sacrifier sa vie perso pour la vie pro. Est-ce qu'on est dans le cliché parfait ou est-ce que les recruteurs doivent encore se mettre à la page? Et si les entreprises avaient aussi encore quelque chose à apprendre à ces jeunes talents? Pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Cyriaque de Beaumont. On vous avait reçu sur ce plateau en tant que membre d'Adecco. Aujourd'hui, vous revenez avec une proposition qui s'appelle Grads, une nouvelle plateforme pour aider les diplômés à être bien recrutés. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et en duplex avec nous depuis Marseille, Marine Perron, vous êtes Head of Talent Acquisition pour Welcome to the Jungle. Ça sonne très anglais dit comme ça. Et pourtant, c'est une plateforme française qui fait littéralement des miracles auprès de plus de 5000 clients dans le monde, autant côté marque employeur que côté média. On en parlera avec vous. Bonjour Marine. Bonjour Marjorie. On en parle donc dans un instant, ça c'est promis, mais d'abord, focus. Et on va partir pour le Japon, ou presque, avec Julien Fontanier. Vous le connaissez peut-être déjà, puisque sur YouTube, c'est une véritable star. Sa chaîne de cours de japonais a plus de 300 000 abonnés. Ce prof pas comme les autres, eh bien forcément, il a le droit à un portrait signé Xavier Terrade. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble. Et c'est parti pour un cours de japonais avec Julien Fontanier. Alors, je me présente rapidement, je suis Julien Fontanier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète, et j'enseigne le japonais. Sa chaîne YouTube, lancée en 2015, a plus de 300 000 abonnés. Si elle cartonne autant, c'est qu'elle répond à un véritable besoin. Je me suis rendu compte que énormément de personnes, de nos jours, dans notre société française, même francophone, pas seulement les limites de la France, étaient passionnés par le Japon, étaient passionnés par la langue japonaise, que ce soit grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, ou tout simplement grâce à la richesse et la beauté de la culture japonaise. Et je me suis rendu compte surtout que toutes ces personnes, finalement, n'avaient que très très peu accès à l'apprentissage de la langue japonaise. Et ça, c'est un très très gros problème, un problème auquel j'entends remédier. En juin 2022, Julien Fontanier s'était notamment intéressé aux légumes du potager. La pomme de terre se dit en japonais jagaimo. La carotte se dit en japonais ninjin. Mais l'un de ses plus grands succès concerne sa vidéo dans laquelle il dévoile son tableau des katakana version manga. Elle a cumulé plus de 175 000 vues. J'aimerais vous montrer comment, grâce à votre passion pour les mangas, vous pouvez vous motiver à apprendre le japonais et surtout comment vous pouvez y prendre du plaisir. Et pour illustrer cela, j'ai créé un tableau des katakana version manga. Certaines de ces vidéos ont franchi le cap des 500 000 vues, un nombre qui pourrait bien continuer à grimper car les vidéos de cette petite star 2.0 de la culture manga sont intemporelles et donc toujours d'actualité, même des années après. Et on a l'impression parfois qu'ils se parlent japonais, Gen Z contre recruteurs. Qui doit vraiment se mettre à la page? On en parle, c'est la première partie du talk. Et aujourd'hui, pour parler justement de cette génération qui entre sur le marché du travail et la façon dont les recruteurs arrivent peu ou prou à se situer par rapport à eux, Cyriaque de Beaumont, vous êtes le fondateur de Grads, et Marine Perron qui nous attend en Skype depuis Marseille, Head of Talent Acquisition pour Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, en 2023, seuls 25% des jeunes diplômés émettent encore le souhait de travailler au sein d'une grande entreprise une fois leurs études passées. Ça veut dire quoi? Que les jeunes Cyriaques désertent littéralement les grandes entreprises? Elles n'attirent plus? Est-ce que les grandes entreprises n'attirent plus? Je suis pas sûr que ce soit aussi catégorique, mais en tout cas, elles attirent beaucoup moins qu'à l'époque. Et ce chiffre que tu viens de donner, Marjorie, il marque une vraie transition dans le rapport au travail de la nouvelle génération. Quand on prend en 1991, 60% des travailleurs donnaient une place importante, très importante au travail. Aujourd'hui, on est à 21%. Donc on voit une vraie diminution de cette
intérêt pour le travail qu'on met au centre de la vie. Et puis, c'est pas que le rapport à la grande entreprise, c'est aussi le rapport à l'emploi. Le CDI n'est plus le Graal en 2023. Le CDI qui n'est plus le Graal, c'est ce que vous observez aussi, Marine, du côté de Welcome to the Jungle. Je rappelle que c'est une plateforme qui est multifacette parce que vous êtes d'abord une plateforme qui aide les employeurs, les marques, les grands groupes et les PME et les startups aussi à travailler ce qu'on appelle la marque employeur, leur attractivité auprès des candidats et des talents à venir. Vous êtes aussi plateforme de recrutement et médias puisque vous analysez littéralement toutes les tendances sociétales, les changements du monde du travail. Ces grandes entreprises qui n'attirent plus, donc c'est aussi un phénomène que vous observez de très près. On observe que finalement cette nouvelle génération, elle a une motivation au travail qui est étroitement liée au sens en fait que le collaborateur peut trouver dans son rôle en fait au quotidien. Donc c'est la matérialisation finalement des enjeux de RSE, d'écologie, d'impact. Et je pense que cette génération-là a besoin dans son process de recrutement, également dans sa vie de collaborateur, d'avoir de la transparence, de la simplicité, et justement, voilà, on parlait de flexibilité aussi, complètement, ça fait vraiment partie des attentes qu'on observe quand on discute avec des candidats au quotidien chez Welcome. Ça veut dire quoi concrètement, Marine, que dit comme ça, on a l'impression que c'est aux recruteurs de se mettre à la page par rapport à ces talents qui arrivent et qui déboulent et qui changent le monde du travail en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes aussi de pratiques quotidiennes. On est plus prêt à sacrifier sa vie pro j'allais dire au bénéfice, mais non, justement, on ne veut pas sacrifier sa vie perso par rapport à sa vie pro. Oui, je pense qu'en fait, il est du devoir des entreprises de se remettre en question et d'établir aussi un dialogue avec les candidats, comprendre leurs motivations et savoir y répondre. Tout à l'heure, Cyriac parlait de flexibilité. C'est aussi un point que j'observe, c'est-à-dire que ce sont des candidats qui ont envie de découvrir plusieurs expériences dans leur vie professionnelle, de se réinventer du défi et de s'investir finalement sur des missions différentes. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi du freelance aujourd'hui, je pense. C'est vrai que, encore une fois, vous le disiez, Cyriac, le CDI, c'est plus du tout finalement le modus vivendi de cette génération de talents qui arrive. Le freelancing, pourquoi pas. Le fait aussi de pouvoir, et on leur a dit et répété, notamment sur le plateau de l'École du Futur, le fait de se dire qu'on va tous avoir 6 à 9 métiers différents dans nos carrières, changer de secteur, changer aussi de savoir-faire et de savoir-être en fonction de ces carrières, multiples carrières qu'on va pouvoir embrasser. C'est la génération de l'agilité par rapport au travail avant tout. Exactement. Pour moi, vous parliez à l'instant d'avoir plusieurs métiers dans une même vie, mais aujourd'hui, on observe même le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps. Le phénomène du slashing, de dire le matin, j'ai envie d'être digital nomade et l'après-midi, aller bosser dans un bar parce que ça m'éclate d'aller bosser dans un bar. On le voit de plus en plus apparaître. Marine parlait à l'instant de flexibilité et d'agilité. Le problème de cette génération, c'est qu'aujourd'hui, cette agilité, cette flexibilité, c'est un jeu d'équilibriste parce qu'on dit d'un côté, je veux être flexible sur mes horaires, mais je veux retourner au travail, mais pas totalement, je veux un peu de télétravail, mais à quel point je veux du télétravail? En fait, on arrive dans un cercle vicieux pour les entreprises où on cherche cet équilibre en permanence pour répondre aux attentes de la génération et on ne le trouve pas, cet équilibre aujourd'hui. Personne ne le trouve parce que c'est en permanence un changement. Et pour rebondir sur les besoins de cette génération, il y a aussi un besoin d'immédiateté où je change, et c'est un peu la génération TikTok, on en parle beaucoup, mais les besoins changent, les avis changent, les modes changent, et l'entreprise doit s'adapter immédiatement pour être sûr de ne pas être délaissée par les candidats. Sauf que c'est hyper compliqué de jouer à ce jeu d'équilibriste dont vous nous parlez, Cyriac, quand on est un grand groupe qui a une véritable force d'inertie pour réussir à être agile, pour justement pouvoir s'adapter en fonction des desiderata de ses talents. Il faut du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts ou en un swipe. Ah, exactement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises investissent. On voit les métiers de transformation RH qui prennent de plus en plus de place, et on n'est plus seulement sur des plans de restructuration, mais on va vraiment beaucoup plus loin. Et on accompagne, enfin moi typiquement avec Graz, mon objectif c'est d'accompagner ces entreprises pour les aider à bouger, parce que effectivement l'inertie d'un grand groupe, c'est difficile, c'est difficile à faire bouger. Par contre, quand on a un intervenant externe qui vient et qui nous accompagne pour dire ça va pas, et ça tu peux le faire comme ça, avec
avec le temps et l'énergie pour le faire, et ben dans ce cas-là, on arrive à faire bouger les choses. Mais effectivement, comme toute transformation d'un grand groupe, ça prend énormément de temps. Cette transformation, Marine, on va en reparler avec vous parce que vous l'observez là aussi du côté des clients de Welcome to the Jungle, comme en interne, parce que Welcome to the Jungle est une entreprise qui a aussi beaucoup grandi, qui s'est beaucoup modifiée, qui colle au code quand même de ses talents, dont la plupart viennent de la Gen Z, on ne va pas se mentir. Là aussi, comment est-ce que vous arrivez à avoir ce double regard, à la fois appliquer ces nouvelles méthodes d'agilité en interne auprès des talents de Welcome to the Jungle, et puis de regarder ce qui se passe à l'extérieur. En gros, ça veut dire, pour une fois, faites ce que je dis et ce que je fais. Peut-être pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment sur cette volonté, ce besoin de la nouvelle génération de découvertes, de défis, de s'investir sur de nouvelles missions et d'avoir plusieurs jobs en fait en une seule carrière. Je pense que ça ne veut pas forcément dire que ça doit se faire en fait au détriment de plusieurs années dans une seule entreprise. Je pense que l'entreprise peut proposer justement à ses collaborateurs en interne de découvrir plusieurs jobs, de changer d'équipe via des mobilités permanentes ou temporaires. C'est d'ailleurs ce qu'on met en place chez Welcome to the Jungle, ce qu'on appelle des career experience. Donc, c'est des missions temporaires qu'on vient proposer à nos collaborateurs pour découvrir un métier et du coup savoir si ça fait sens de s'investir de manière permanente sur ce nouveau rôle, quoi. Ce sont des sortes de vie ma vie, en fait, de métiers en interne, mieux comprendre le métier de l'autre pour savoir si on a envie de l'embrasser à un moment. Le métier, en l'occurrence, pas l'autre, hein, mais enfin, c'est encore... Oui, c'est ça. C'est laisser la possibilité à des collaborateurs en fait, d'avoir plusieurs vies professionnelles dans une seule entreprise. Cyriaque, je vous voyais réagir parce que finalement, j'ai l'impression que pour vous, une des clés aussi pour mieux décoder ce nouveau monde du travail, plus hybride, plus agile, plus flexible, c'est aussi de se dire que peut-être que le bonheur, il peut se trouver au sein de la même entreprise, mais en changeant de métier dans la propre boîte pour laquelle on a été recruté. Exactement, et c'est le parti qu'a pris Grads, l'entreprise que j'ai fondée, qui est le premier expert français des graduate programmes. Alors peut-être pour expliquer ce que c'est un graduate programme, parce que c'est un terme assez barbare, encore un nouveau terme anglophone qu'on ne comprend pas forcément. Un graduate programme, c'est un programme qu'on fait qui s'adresse aux jeunes diplômés, plutôt grade master, sortie d'études. Et ce n'est pas un prolongement des études, c'est une vraie entrée dans la vie professionnelle, en CDI, dans une grande entreprise. Et on va proposer à ce jeune diplômé, pendant une période de 1 à 3 ans, de faire des rotations entre différents métiers. Donc typiquement, si je prends l'exemple du graduate programme de Carrefour, qui est un graduate très reconnu, alors ils en ont plusieurs, ils ont finance, dirigeant, directeur hypermarché. Typiquement, pour le graduate programme directeur hypermarché, le jeune diplômé va passer 6 mois avec le responsable de la performance financière d'un hypermarché, puis 6 mois en shadowing avec le directeur de l'hypermarché, puis 6 mois en animation très terrain du rayon fruits et légumes, pour vraiment à la fois adresser ce problème de flexibilité, de changement permanent de cette génération, pour lui créer un environnement de travail dans lequel il peut se développer, un peu dans la continuité des études, et c'est vraiment une formation accélérée, mais aussi pour permettre à ces jeunes de prendre des responsabilités, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et d'arriver très rapidement à des postes très qualifiés dans l'entreprise. C'est à la fois finalement, si vous entendez bien, un cours accéléré de l'entreprise dans laquelle on est en train d'entrer, et peut-être se dire que le poste pour lequel on a souhaité justement se présenter, celui qu'on visait, il y a peut-être encore mieux ailleurs. Et quand on a le big picture, quand on peut vraiment avoir cette perspective complète sur ce que va être l'entreprise dans laquelle on va peut-être pouvoir passer 1 an, 5 ans, 10 ans, soyons fous, ça change aussi la donne. Exactement. Et alors moi je viens de l'intérim de chez Adecco, et en fait on a juste mis un mot un peu marketé sur le principe de l'intérim de base, qui est de dire je vais faire des missions de 2 à 3 mois parce que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, et je vais changer régulièrement pour découvrir d'autres métiers. Moi ce que je trouve génial, c'est que l'intérim, sur le papier, c'est encore très connoté en France. Et un jeune diplômé qui sort d'un master, qu'il a souvent payé assez cher en France, va avoir du mal à se dire je vais me tourner vers l'intérim, alors qu'un gradué de programme offre à la fois cette sécurité du CDI, cette formation, et puis ce temps, parce qu'on a aussi une génération qui est très perdue, je pense que Marine pourra en parler également, sur ce qu'elle veut faire, et offrir 2 ans, 3 ans de plus pour savoir ce que je veux faire de ma vie. Et que le premier métier auquel j'ai pensé, moi qui ai fait une école de commerce, je me souviens qu'à l'époque on nous rabâche finance, conseil, market digital, et en fait c'est les 3 voies de sortie principales. En fait, se dire j'ai 2 ans de plus pour réfléchir à me dire est-ce que je veux vraiment faire de la finance ou du conseil par rapport à du supply, je trouve que c'est génial et c'est une vraie opportunité.
Marine, tiens, justement, je vous permets de rebondir. C'est vrai qu'il faut donner du temps au temps pour les recruteurs, comme pour les nouveaux talents de ces entreprises, pour pouvoir aussi s'adapter, savoir si elles vont matcher finalement. Parce que l'entretien de recrutement, toutes ces procédures, en effet, pour pouvoir entrer dans ces entreprises-là, c'est une chose, mais finalement, on peut s'apercevoir au bout de quelques semaines que ça ne va pas forcément marcher. Et c'est là où, du coup, cette idée de graduate programme permet de pouvoir... encore une fois, aborder d'autres questions, se dire qu'on est peut-être fait pour cette entreprise, mais dans un poste différent. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a certains produits, certaines plateformes, notamment comme celle de Welcome to Jungle, qui existent aujourd'hui, qui permettent justement aux candidats, pendant son process de recrutement, d'avoir davantage d'informations sur la culture unique que peut avoir l'entreprise pour laquelle ils postulent. Et après, bien sûr, cette entreprise-là a tout à gagner à investir dans des programmes justement de mobilité, de formation pour venir répondre à ce besoin de nouveauté, d'apprentissage permanent de la génération Z. Damien, t'es un peu slasher toi aussi parce que tu fais plein de jobs pour plein de médias et d'entreprises aussi différentes. Comment est-ce que ça te parle, ces nouvelles façons d'envisager ce monde du travail ? C'est hyper intéressant parce que justement, je réfléchissais en vous écoutant, je me disais, mais en fait, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Alors, j'étais peut-être un peu en avance à savoir, ou peut-être qu'il y a aussi une tendance qui vient aujourd'hui, qui est forte, et ça, c'est super, je trouve ça hyper intéressant. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un divorce quelque part, ou de plus en plus d'incompréhension entre l'entreprise et les candidats ? Autrement dit, d'un côté, des gens qui veulent soit se cherchent, soit veulent de la curiosité et veulent tester plusieurs trucs. Et de l'autre côté, des entreprises qui, quelque part, veulent essayer de coller à ça. Mais on ne va pas se mentir. Les RH, plus que jamais, aujourd'hui, quand on regarde les offres d'emploi, ils cherchent le mouton à 5 pattes, qui saura faire tout. Et puis, si on peut rester quand même un peu dans les cadres, ce serait bien, parce que c'est un peu compliqué à recruter. Il n'y a pas, justement, quelque chose qui se passe entre les deux et qui fonctionne mal ? Sans doute. C'est même d'ailleurs sans aucun doute. Je pense que le mouton à 5 pattes, on parle de plus en plus de moutons à 5 pattes parce que effectivement les exigences ont monté côté entreprise sur le profil idéal pour se rassurer. Et d'un autre côté, les envies de travailler de notre génération, ou en tout cas le degré d'acceptation de certaines choses a diminué. Je pense qu'il y a un vrai rapport et des vraies interrogations à se poser sur le statut de salarié. Aujourd'hui, moi je peux en témoigner, on ne trouve plus forcément le sens à faire un 9h-18h. D'ailleurs, qui est bien souvent plus que 9h-18h. Et là où le statut de salarié était confortable lorsqu'il a été créé, exactement, était très confortable, c'est en fait, je fais mes horaires et puis derrière, à la fin, je passe à ma vie d'après et c'est vraiment deux vies différentes. Aujourd'hui, je pense qu'on trouve beaucoup moins ce confort, surtout quand on sort d'études et qu'on a envie de se donner à fond là-dessus. Et puis, les entreprises ne se sont pas forcément adaptées, elles se sont dit, on va les faire bosser. Là où les jeunes étaient en mode, non, moi, c'est mon travail et j'ai ma vie perso à côté. Donc, ce divorce, il s'est opéré. Est-ce que pour autant, on ne peut pas se remettre ensemble. Et je trouve que c'est très drôle parce qu'on a de plus en plus ces termes de l'amour, finalement. On parle de matching. Fidélité, exactement. Non, mais de ça. Le matching, on parle de plateforme de matching maintenant pour trouver un job. C'est assez dingue. Alors qu'à la base, on parle juste d'un travail qui est fait pour s'offrir une vie perso dans la définition très marxiste du travail. Mais c'est justement là que la notion est intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, cette génération qui arrive dans ses premiers postes, dans ses premiers jobs, pour certains d'entre eux qui est en train de pouvoir évoluer dans son orientation scolaire et post-bac, c'est aussi le fait de se dire que... on ne choisit plus aujourd'hui un travail comme on le choisissait avant. On veut vraiment embrasser des valeurs, on veut vraiment embrasser un mode aussi de vie, même dans son travail. Marine, là encore une fois, c'est littéralement ce que vous êtes en train d'observer chez Welcome avec ce poste d'observation. Oui. Complètement. C'est vrai que je pense que la frontière aujourd'hui entre la vie pro et la vie personnelle est finalement assez poreuse et de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait les convictions personnelles elles viennent s'inviter aussi dans les choix professionnels que les candidats font, dans cette recherche d'alignement entre ces valeurs personnelles et en même temps le projet de l'entreprise pour lequel on va s'investir. Ça fait sens par rapport à ce qu'on se disait un peu précédemment aussi sur ce besoin de comprendre aussi l'enjeu, l'impact de leur travail. Ouais.
Faire sens, ça résonne avec vous, hein, Cyriac. Exactement, et juste pour vous donner 2 chiffres, 69% des 18-30 ans se disent prêts à changer d'emploi pour un travail plus écologiquement utile, d'après une étude Harris Interactive de 2022. Et un autre chiffre qui pour moi est essentiel, 60% des talents se disent prêts à prendre un poste plus précaire, c'est-à-dire je gagne moins ou je travaille plus, pour un emploi qui est plus porteur de sens dans leur vie. C'est-à-dire que le travail, vraiment, se confond avec la vie personnelle, comme le disait Marine à l'instant. On va revenir justement sur ces mutations, sur cette Gen Z qui rêvait dans notre monde du travail dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on part du côté du très impliqué Édouard Degnaud pour un zap. Et c'est donc le zap d'Édouard Degnaud. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Cyriac Beaumont pour Graz, de Marine Perron depuis Marseille pour Welcome to the Jungle et de Damien Douani parce que Damien a une idée derrière la tech. Marjorie, est-ce que la robotique, ça te parle ? Ça devrait me parler quand même. Ça devrait te parler. J'avoue que j'ai déjà fait des meilleures introductions, mais là, j'avais pas mieux. Mais dans tous les cas de figure, la robotique, vous le savez peut-être pour ceux qui nous regardent, hein, c'est un domaine qui a maintenant des dizaines d'années en industrie. Il y a des robots jouets, bien sûr, j'en ai eu. Il y en a encore. Il y en a qui espèrent un jour avoir des robots domestiques à la maison. Au Japon, ce sera certainement une certitude. Il y a des robots ouvriers, comme ceux qu'on voit de Boston Robotics ou de Tesla. Et là où je trouve que la robotique peut apporter vraiment beaucoup de choses, c'est dans le domaine de l'apprentissage et de la pédagogie. Et c'est justement le créneau de Smarteo. Donc si je comprends bien, Smarteo, c'est un robot. Alors pas vraiment, c'est plutôt une start-up de Sceaux qui va permettre aux enfants de développer des compétences grâce à une pédagogie ludique, justement basée sur la manipulation de robots éducatifs. Alors, ils auraient pu vendre des robots sous forme de kit, hein, comme d'autres acteurs du marché. J'en ai déjà présenté plusieurs. C'est possible, d'ailleurs, c'est possible d'acheter leur kit, ils en font, voire de jouer avec, de s'abonner, de recevoir un robot et d'avoir des tutos après qui permettent de développer des compétences, notamment autour du code. Mais ce n'est pas leur principale activité. Leur principale activité, c'est d'avoir des ateliers à destination des enfants, bien sûr, pour leur apprendre à
cerner une problématique au moyen du codage et de la robotique par la manipulation et par l'expérimentation. Il y a un petit côté Montessori là-dedans. Donc du coup, Smarteo met à disposition des écoles, j'imagine, tout ce savoir-faire pour l'apprentissage de la robotique. Et là, je te dis oui. Ah, merci. Collectivité, établissement scolaire, périscolaire, centre culturel, de loisirs, enfin là où il y a des enfants en gros qu'il faut occuper, eh bien, vous allez avoir la possibilité de faire appel à leurs différents ateliers. Ils en ont plusieurs, du club d'initiation à la robotique, au hackathon, Fab Lab, Escape Game, et c'est justement ce qu'on voit à l'image, parce que c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de vous mettre un petit coup de projecteur, parce que j'ai un coup de cœur pour justement celui-ci. C'est un Escape Game basé sur de la robotique. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Escape Game, c'est un jeu d'énigmes mathématiques qui se vit en équipe et dont l'objectif commun est de résoudre une enquête en un temps imparti. Et donc, en version robotique, c'est ce qu'on voit à l'image, ça ressemble à ça. C'est assez malin de leur part. Donc, l'équipe de Smarteo va arriver avec une boîte qu'ils vont monter assez rapidement. Et vous le voyez, il y a différentes, on va dire, options autour de cette boîte. Il va falloir, par l'usage d'une tablette, par la compréhension, l'usage aussi de vrais papiers, de cartes, de codes, avec aussi l'aide d'un Game Master et avec une réflexion autour de cette boîte à ouvrir dans laquelle il y a un robot au milieu, eh bien, il va falloir faire en sorte, en 60 minutes, de libérer la clé qui se trouve au-dessus de cette boîte au moyen du pilotage d'un robot. Donc il va falloir arriver à interagir avec lui en décryptant des énigmes et en utilisant bien sûr des rudiments de codage. Moi je trouve ça super sympa, c'est vraiment très cool. Il y a un côté physique, il y a un côté mathématique, il y a un côté de codage, il y a un côté, on va dire, on manipule les vraies choses au sens cadenas, c'est assez classique, mais aussi la nécessité c'est de comprendre comment fonctionne le robot et comment il peut nous aider à aller résoudre l'énigme. 60 minutes top chrono pour résoudre ces énigmes, et c'est à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de... Alors, je vous ai dit, il y avait plusieurs ateliers. Donc, en gros, ça commence à 6 ans pour certains. En moyenne, l'Escape Game, c'est 9 ans. En moyenne, on est entre 8-10 ans. Selon les animations, le nombre de joueurs peut varier entre 6 et 30, et ça peut durer entre 1 heure, 60 minutes, comme tu l'as dit, et une journée. Et ça coûte combien, monsieur Douani? Eh bien, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est sur devis. Ah bah voilà. bravo. Comme c'est pour les professionnels, c'est pour les ateliers, ça va dépendre du nombre d'enfants, de la durée, du nombre d'ateliers que vous voulez, et ainsi de suite. Donc, vous allez sur leur site, vous remplissez le petit formulaire, ils vous enverront un devis. Voilà, et je ne touche rien parce qu'à chaque fois, je le répète, dans ces chroniques, ce ne sont que des coups de cœur de choses que j'ai pu voir et que j'ai aimées. Et ben voilà pour le coup de cœur de Damien Douani. Coup de cœur partagé, Cyriac? Je trouve que c'est génial parce que le fait de pouvoir gamifier une initiation sur quelque chose de très technique comme la robotique, où je pense qu'autour de cette table, on n'est pas nombreux à vraiment savoir construire un robot et comprendre de bout en bout comment ça fonctionne. C'est incroyable, et puis surtout on peut créer des vocations comme ça dès le plus jeune âge, aussi, bien sûr. pour demain se tourner vers les métiers du futur, comme on en parlait tout à l'heure, la robotique, l'ingénierie ou le développement informatique. C'est exactement ça. Le virus du numérique, ça se cultive de plus en plus jeune. Dans un instant, on va reprendre notre conversation sur cette Gen Z qui est rêvée dans notre monde du travail. Est-ce qu'il faut que les recruteurs et cette génération se mettent justement au diapason? On en parle avec Cyriac, avec Marine et avec Damien. Tout de suite, c'est la deuxième partie du talk. Oui, aujourd'hui, vous le savez, on parle de cette génération qui a envie de changer le monde du travail et le monde tout court. Mais est-ce que les entreprises ont encore des choses à leur apprendre? Tiens, on va poser la question à Cyriac de Beaumont. Pour Grads, c'est la nouvelle plateforme que vous lancez, une plateforme de Graduate Program. Oui, mais pour les jeunes talents qui entrent dans ces entreprises et qui ont envie finalement de comprendre comment ces entreprises maillent les parcours de métiers pour mieux se les approprier. Marine Perron, vous êtes toujours Head of Talent Acquisition pour Welcome to the Jungle, qui est à la fois une plateforme de recrutement, de marque employeur, mais aussi un média, véritable observatoire de ces mutations du travail. On se le disait tout à l'heure, messieurs, dames, cette génération qui arrive justement en poste aujourd'hui ou qui est en train de terminer ses études supérieures, elle a envie littéralement de tout chambouler dans ce monde, et ce monde du travail en particulier, de l'éthique, des valeurs, ne pas transiger sur sa vie perso pour sa vie pro. C'est ce qu'elle demande aux recruteurs, mais attendez, est-ce que les recruteurs ont quand même encore un petit peu de choses à leur apprendre? Totalement. Et puis, je pense que c'est le recruteur et le manager. Il faut vraiment dissocier
et les associés. C'est pas un recrutement, c'est pas juste un recruteur, c'est un travail d'équipe complet dans une entreprise. Le recruteur, lui, doit faire comprendre, tout en valorisant le candidat, que c'est un matching, on en parlait tout à l'heure, le terme de l'amour, c'est pas un amour à sens unique, il n'y a pas une personne qui drague l'autre, c'est vraiment une séduction mutuelle. Donc le recruteur doit à la fois poser ses limites et accepter les limites du candidat, mais pour moi il y a aussi un rôle du manager derrière, de cadrer cette génération et de ne pas la laisser tout feu tout flamme partir dans tous les sens et se dire je change de poste tous les 3 mois parce que j'ai envie de changer de poste tous les 3 mois et parce que je suis impatient. Il y a vraiment un travail complet de l'entreprise pour à la fois accepter, comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin de bien-être, de flexibilité, d'authenticité, mais aussi cadrer et dire ça c'est un cadre de travail, on n'est pas là pour faire la fête, c'est pas ta vie personnelle, même si elle se rencontre. Marine, je souris à l'idée on fait pas la fête chez Welcome to the Jungle, je sais que vous faites la fête chez Welcome to the Jungle quand même de temps en temps, mais ce qui m'intéresse justement d'observer avec vous, c'est le fait de se dire qu'il faut apprendre à être recruté. Certains étudiants et étudiantes ont la chance d'avoir des cours justement qui leur sont délivrés de recrutement ou de la façon dont il faut se présenter sur LinkedIn, notamment en école de commerce. On recevait il y a quelque temps Fabrice Vigreux sur ce plateau, qui est le directeur de l'Écor et de l'Écart, qui sont des écoles de commerce éco-responsables, tout autant dans leur cursus que sur leur campus, et qui nous disait, oui, évidemment, s'approprier ces outils qui vont être importants pour leur vie professionnelle, on les y forme tous les jours, mais il faut apprendre concrètement, quand on est futurement jeune diplômé ou jeune talent, à être recruté. Je pense qu'il existe aujourd'hui plusieurs contenus hyper utile justement pour se préparer à un process de recrutement. En l'occurrence, les articles sur Welcome to the Jungle sont très souvent lus par nos candidats. En parallèle de ça, je pense que c'est à l'entreprise, à l'équipe recrutement aussi, de prendre ce rôle de coach. Typiquement, chez Welcome to the Jungle, on a mis en place tout un process de recrutement où à chaque étape, le candidat est accompagné, coaché, reçoit du feedback du recruteur. Pour le mettre dans les meilleures conditions de réussite. On transmet également un guide à tous nos candidats pour répondre finalement à ce besoin aussi de cette génération autour de la transparence, de la véracité, de la simplicité pour mettre en place un process de recrutement qui est transparent, efficace et inclusif. Cyriac, imaginez que vous avez un jeune diplômé, Damien Douanier, devant vous. Enchanté. Quels sont vos premiers conseils justement aujourd'hui pour bien se comporter face à un recruteur ? Le premier conseil que je donnerais, c'est se connaître. C'est apprendre à faire une sorte d'introspection. Alors, pas aller dans le perso totalement et la psycho, mais plutôt se dire quelles sont mes forces, quels sont mes atouts, quels sont mes points différenciants aussi, peut-être mes picots qui vont faire que je suis une personne différente et que je peux me valoriser. C'est vraiment le premier conseil parce qu'aujourd'hui, lors d'un process de recrutement, on va chercher l'atypicité d'un candidat et pas forcément... juste à cocher des cases. En tout cas, c'est ce vers quoi les entreprises doivent tendre, je pense, parce que on peut pas recruter un jeune comme on recrutait il y a 20 ans. On peut pas laisser 3 semaines sans réponse après un entretien, parce qu'on parlait de besoin d'ultra-connexion et d'instantanéité. Ça ne fonctionne pas. Donc le premier conseil, ce serait vraiment se connaître, faire son introspection, peut-être aussi être transparent, ne pas essayer d'apprendre par cœur comme on nous l'apprend d'ailleurs très jeune, dès l'école, la dictée, j'écris mon texte, je l'apprends, je le récite, mais montrer qui vous êtes au fond et vous sentir libre, être vous-même. C'est pas facile à 18 ans ou à 20 ans de se connaître vraiment bien. Ah non, mais je pense qu'à n'importe quel âge on se connaît, on se connaît rarement, mais en tout cas, c'est pas un portrait parfait qu'il faut donner, mais au moins savoir si vous êtes plutôt extraverti ou introverti, si vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui est créatif ou plutôt tout ce qui est mathématique. Ça va vous donner une idée de qui vous êtes, sans doute vous donner aussi confiance en vous, parce que vous allez comprendre que vous êtes une personne unique et que vous allez pouvoir vous démarquer dans le processus. Et derrière, bien sûr, et de toute façon, la personne que vous allez me décrire aujourd'hui sera sans doute pas la personne que vous me décrirez demain. Donc, être soi-même, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à un jeune diplômé. Est-ce qu'il faut aussi avoir un one more thing à la Apple, ce petit truc en plus qui fait qu'on va se différencier par rapport aux autres candidats et candidates ? Est-ce qu'il faut l'avoir ? Je suis pas sûr que ce soit un impératif. Je pense que c'est toujours bien de l'avoir parce que on le sait, ça va créer cet intérêt, ce petit pic qui va dire j'ai envie de rappeler le candidat. Mais pour autant, est-ce que c'est essentiel ? Je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui on parle quand même du monde du travail. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment ce parallèle avec la séduction, c'est que finalement, on est au travail et qu'on est là juste pour apporter des compétences. Donc si en tant que développeur IT, je sais coder.
Est-ce que c'est un one more thing? Je suis pas sûr. Et pour autant, est-ce que je vais être un très bon développeur? Sans doute. Il faut savoir s'adapter au code de l'entreprise. Et effectivement, le one more thing, faut pas que ce soit totalement décalé. Où j'aime arriver en claquette au travail en plein hiver. Si je suis développeur, dans certaines entreprises, je peux. Mais ça peut très bien fonctionner. Mais en tout cas, il faut que ça ait du sens par rapport à l'entreprise et là où on va travailler. Moi, je dirais que c'est pas essentiel. Il faut pas faire peur en disant il faut que je sois quelqu'un d'extraordinaire parce que on a cette image du candidat idéal qui sait s'exprimer, qui est charismatique, éloquent, qui a tout vu, tout fait. Pour autant, les 90% des candidats sont des gens normaux comme tout le monde et qui viennent là pour travailler et s'éclater au travail tous les jours. Mais ça, c'est intéressant aussi, Marine, parce que ce que nous dit Cyriac ici, c'est que même dans la tête de certains Head of Talent Acquisition, de certains recruteurs, il y a aussi l'image d'Épinal du candidat ou de la candidate parfaite ou parfait. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent un petit peu être remises à la page? Je pense que le process de recrutement et la façon dont on vient évaluer aussi les candidats doit être complètement transparent, efficace et doit faire aussi transparaître les valeurs, en fait, la culture de l'entreprise, que ça soit dans l'expérience qu'on propose, mais aussi dans les critères d'évaluation. Et ces critères-là doivent être des critères finalement sans biais. Je pense que c'est primordial que l'ensemble des managers, des personnes incluses dans un processus de recrutement, ils soient formés aussi pour justement s'affranchir de ces biais et de cette recherche finalement du candidat idéal et mettre en tout cas en place les conditions d'un recrutement complètement neutre et sans biais, quoi. Justement, d'entretien de recrutement, le fait de se dire qu'on va revoir même pour les recruteurs ces critères pour pouvoir aller chercher ce candidat ou cette candidate idéale, il y a l'étape de l'envoi du CV et de la lettre de motivation. Je me permets un petit cri du cœur ici. Est-ce qu'il faudrait parfois, même pour un stage, que ces candidats et ces candidates benchmark un petit peu mieux quand même les entreprises auxquelles ils envoient ces candidatures, qu'ils apprennent aussi peut-être à comprendre ce qu'elles font pour mieux apporter une proposition de valeur. Ah mais c'est totalement vrai, mais je pense qu'il y a le sujet de l'instantanéité encore une fois, c'est qu'en fait je veux trouver un stage, j'ai pas envie de galérer 6 mois, et je vais shooter mon CV à toutes les entreprises possibles, surtout si c'est pour un stage d'un mois, c'est pas une expérience game changer dans la vie. Mais effectivement, il faut, et c'est essentiel, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux candidats. Et je pense que Marine, quand elle parlait de feedback, c'est essentiel de dire après un premier entretien, ton CV est très bien, mais il ne semble pas correspondre à ce qu'on recherche dans l'entreprise. Et orienter le candidat vers ce qu'il recherche. C'est le rôle du recruteur aussi d'accompagner en cas de succès comme en cas d'échec. Je pense qu'il faut vraiment le coacher. Mais ça, là-dessus, est-ce que ça passerait pas par l'école avant, par le lycée, pour apprendre que. Je ne vous le fais pas lire. Est-ce que c'est le cas pour un premier job et pour un stage, mais aussi pour le choix des études? Il y a tellement d'erreurs d'orientation. On regarde le nombre de réorientations après une première année d'études qui est grandissant chaque année. Il faut absolument que ça passe par le lycée, ce type d'initiative. Apprendre à savoir justement se présenter face à ce monde du travail qui parfois peut être un peu impressionnant. Marine, justement, là, vous observez ça aussi du côté des marques. J'en rappelle, plus de 5000 entreprises avec lesquelles vous travaillez dans le monde chez Welcome to the Jungle. Le symptôme, ou si j'ose dire, de la lettre de motivation copier-coller à partir de ChatGPT. Oui, je pense que, on en parlait tout à l'heure, le CV, la lettre de motivation, en fait, on peut encore aujourd'hui se poser la question de est-ce que ce sont des éléments qui font sens dans un process de recrutement. Typiquement, chez Welcome to the Jungle, on est habitué à recruter sans lettre de motivation et sur la base d'un profil LinkedIn, par exemple, uniquement. Et donc, une lettre de motivation qui est copier-coller. Parfois, on voit même le nom d'une autre entreprise figurer dans la lettre de motivation. Ça fait... on vous confirme. 10. Et donc, il vaut mieux en fait ne pas en faire et plutôt prendre le soin de préparer ses premières interactions avec le recruteur. Ouais. Fois sur le clavier, tourner ses doigts avant de faire copier-coller, Cyriac. Exactement, mais d'un autre côté, c'est aussi, et ce que disait Marine est très intéressant, c'est aussi au rôle de l'entreprise de s'adapter, c'est pas que le rôle du talent ou du candidat. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, un phénomène dont on parle de plus en plus, c'est que les entreprises se sont
beaucoup adapté sur les 10 dernières années à la génération Z en tant que consommateur. Ils sont allés sur les réseaux sociaux, on a suivi des modes beaucoup plus instantanés. Mais aujourd'hui, le rôle de l'entreprise, c'est de s'adapter à cette génération Z comme collaborateur. Il y a un chiffre qui est assez impactant en 2025. Donc 2025, c'est dans 1 an et demi, c'est pas 2030. 27% de la force de travail active en Europe sera issue de la génération Z. C'est-à-dire un peu plus d'1 travailleur sur 4. Donc l'entreprise doit vraiment prendre ce pli dès maintenant. Effectivement, peut-être que la lettre de motivation, elle est plus d'actualité. Et dans ce cas-là, c'est à la fois au rôle du candidat, lorsqu'elle est demandée, de s'adapter et de la faire, mais au rôle de l'entreprise de se réinterroger sur la pertinence d'une lettre de motivation. On est littéralement en pleine hybridité à la fois de ce monde du travail et de ses process pour pouvoir s'y insérer. Damien. À vous écouter finalement, est-ce que c'est aujourd'hui le futur recruté qui essaye de recruter l'entreprise et pas l'inverse? Une phrase qui m'a marqué, c'est qu'on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. On y revient, on y revient. Mais clairement, Chériac, il y a quelque chose. Je viens de percuter. Qu'est-ce qui nous arrive Non, je pense que oui, c'est un choix mutuel et il faut vraiment en avoir conscience en tant que recruteur de dire je dois être à la fois moi, je dois être autant que le candidat dans un processus de recherche de quelque chose. Parce qu'en fait, le candidat, et je pense qu'on en a tous des exemples autour de nous, de personnes qui ont passé un premier entretien et qui se sont dit, en fait, jamais je vais dans cette boîte parce que le recruteur m'écoutait pas, parce qu'il pigeait rien, parce que j'ai pas compris ce que faisait l'entreprise. Donc ouais, c'est vraiment un jeu mutuel et il faut que ce soit absolument compris. Et je pense qu'il y a un rôle aussi, et peut-être que Marine pourra en parler chez Welcome to the Jungle, de formation des recruteurs, à la fois au job de recruteur, de faire passer un entretien, d'être à 100% dedans, pas être sur son téléphone, pas être sur Teams, comme on peut tous l'avoir, à faire autre chose à côté. Et aussi de formation au métier de l'entreprise, parce que si le recruteur ne comprend pas l'entreprise, le candidat ne pourra pas la comprendre et la choisir. Le métier de recruteur et de recruteuse est lui-même en train de changer. Ça aussi, il faut que les RH le réapprennent de A à Z, Marine. Le métier de recruteur, c'est un métier qui est hyper stratégique aujourd'hui, avec un très fort impact sur la croissance de l'entreprise pour laquelle on travaille. C'est un rôle qui finalement est la première porte d'entrée que le candidat va avoir avec l'entreprise. C'est le recruteur qui porte aussi l'expérience qu'on propose aux candidats. Donc oui, c'est un rôle super important. C'est un vrai métier. Et d'ailleurs, on observe de plus en plus de formations, de coaching sur des sujets de recrutement. Ouais. Je voulais quand même qu'on aborde aussi une question ensemble, alors qu'il nous reste très peu de temps dans cette émission, mais on va quand même le faire. C'est celle des personnes justement en situation justement de changement de vie, qui sont en train de réapprendre un métier, de réapprendre un emploi. On a besoin évidemment de ces talents en reconversion sur plusieurs métiers en tension, notamment dans le numérique, mais pas que. Cyriac, ce sont aussi des publics que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont des personnes qui ont déjà eu une première partie de carrière, en premier métier, qui reprennent volontairement le cours de leur formation pour pouvoir partir vers un autre secteur, là aussi peut-être vers des métiers très différents, et qui se retrouvent un peu comme des Gulliver finalement entre ces recruteurs et ces nouveaux talents qui arrivent. Ils ont déjà connu une autre façon de pratiquer ce monde du travail, il faut qu'ils se réadaptent à une autre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces talents-là, on peut réussir à les accompagner mieux ? Le premier point, je pense que ce serait de prendre la définition littérale, c'est que ces personnes sont des jeunes diplômés également, qu'il faut les considérer comme des jeunes diplômés, même s'ils ont eu des expériences précédentes, ils apprennent un nouveau métier, ils rentrent et ils n'ont pas la compétence exactement comme la génération Z. Alors sans doute qu'il y a des différences à prendre en compte dans la manière de penser, dans la manière de réfléchir et dans la manière de se présenter, et à 35 ans, on a acquis sans doute beaucoup plus de sagesse qu'à 18 ans lorsqu'on vient de se présenter. Pour autant, ces talents, ils ont une ressource, et on parlait tout à l'heure de ce différenciant, de ce petit truc en plus qu'on peut avoir en tant que candidat. Je pense que c'est un vrai enjeu pour les entreprises de créer cette diversité. Alors on parle de diversité d'ethnie, d'origine, d'études, mais pour autant, la diversité de compétences et de bagages, elle est essentielle. Dans une équipe, si moi j'arrive en tant que jeune et que j'ai que des jeunes autour de moi, qui va m'aider à construire ma réflexion pour lancer un produit, pour recruter un talent sans avoir un avis d'une personne avec une autre expérience. Ces talents, il faut absolument les accompagner. Et juste pour donner un dernier chiffre, il y a 300 000 jobs dans l'hôtellerie-restauration aujourd'hui qui sont non pourvus. Ces 300 000 personnes,
qui sont partis faire autre chose. Et ces 300 000 personnes, il ne faut pas les lâcher dans la nature, il faut les accompagner. C'est le rôle du recruteur, c'est le rôle du manager et c'est le rôle de l'entreprise. Donner au travail une place durable dans nos vies, c'est la très belle maxime de Welcome to the Jungle. Merci infiniment Marine d'avoir fait un tour en duplex par le plateau de l'École du Futur pour pouvoir nous parler de ces mutations justement du monde du travail. Merci Cyriac de Beaumont. On vous retrouve donc sur la plateforme Grad pour permettre justement aux entreprises d'offrir des graduate programmes à leurs nouveaux talents. Merci comme toujours à Damien Douanier. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur.